Lundi matin. Aujourd'hui, le musée est fermé au public. Alors on en profite pour faire un grand ménage. Pour la corde, c'est bon. Et pour cela, on a besoin de cette petite corde qui sort tout droit du plafond. Car ce matin, les Monsieur Propres à Orsay, ce sont des alpinistes. Ils partent à l'assaut du symbole du musée, la grande horloge. C'est que du plâtre sur du tissu, donc ça reste quand même assez fragile, donc c'est pour ça qu'on va y aller avec parcimonie et délicatesse. Ce chef-d'œuvre de stuc mesure 8 mètres de diamètre. Il y a encore un siècle, c'est elle qui informait les voyageurs sur les quais de la gare. La poussière s'est accumulée dans ces moulures. Un époussetage tout en douceur qui vaut le coup d'œil. On a une vision des choses qui est différente du commun des mortels. Puis on a quand même le privilège d'entretenir notre patrimoine national, ce qui n'est pas négligeable. Encore plus impressionnant, au-dessus de leur tête, une autre équipe d'alpinistes s'attaque à l'un des lieux les plus secrets du musée. Il se trouve sur la verrière. On appelle ce lieu la double peau. Tu pars de là-bas? Et tu reviens par ici? Le défi, c'est de nettoyer cette verrière sans jamais poser le pied sur un carreau. Les alpinistes passeraient au travers. Un moment privilégié pour Virginia Fienga, l'architecte maison. Je trouve qu'ici, c'est tellement majestueux. On a la même sensation d'émerveillement que quand on voit la nef pour la première fois. Et avec cet éclairage, donc c'est vraiment magnifique. Pour ces spécialistes des monuments historiques, la magie n'est jamais bien loin. Surtout quand pour Rémi, c'est l'heure de la descente. Incroyable. Incroyable. Mais il est midi 10 là. C'est l'heure d'aller manger là. C'est une drôle de manière de visiter le musée, non? Voilà, c'est un peu ça. Moi, la dernière fois, j'avais 13 ans, j'étais au collège. Et puis là, voilà, je le vois d'une autre manière. C'est magnifique, quoi. C'est les bons côtés du métier. À quelques mètres de là, une autre opération exceptionnelle est en cours. On refait une beauté à une grande dame d'Orsay. La femme piquée par un serpent d'Auguste Clessinger. L'œuvre a pris la poussière, mais ce sont surtout les traces de doigts qu'il faut effacer, car la main du visiteur est irrésistiblement attirée. Je pense que depuis l'ouverture du musée, elle n'avait pas été nettoyée. Là, la dame prend son bain. Voilà. Après 6 jours de travail, la restauratrice Agnès G est fière du résultat. Ah, je suis contente, oui. Le résultat est satisfaisant, de même qu'au niveau des retouches, parce qu'il y avait pas mal de fissures donc sur la base et puis dans le bras. Et tout ça, ça a été consolidé, bouché, retouché. Donc là, maintenant, elle peut être montrée au public après sa restauration. C'est la muse de Baudelaire, Apollonie Sabatier, qui a servi de modèle au sculpteur. Hyper réaliste, la sensualité qui en émane en a fait son succès. C'est une sculpture qui a fait scandale à l'époque, puisqu'il y a eu un moulage sur le corps d'Apollonie Sabatier. Et ensuite, la pose très suggestive a fait scandale au moment de sa création. C'est aussi ce qui amène sans doute certains visiteurs à toucher le marbre. Nettoyé, réagencé. Sous la nef, les sculptures
chefs-d'œuvre de bronze et de marbre du 19e siècle, se préparent elles aussi à fêter les 25 ans du musée. Aujourd'hui, Catherine Chevillot, l'un des conservateurs, a en effet convoqué une équipe de spécialistes pour réorganiser sa collection. Donc celle-ci, on la met là, il faut bouger le socle aussi, bien sûr, et vice-versa. On commence par l'une des œuvres maîtresses. Voici L'âge mûr de Camille Claudel. Rodin, emporté par sa femme, quitte Camille, sa maîtresse depuis 15 ans. Elle en deviendra folle. Une œuvre déchirante qui jusqu'à présent était exposée à l'envers. Quand on arrive par là, disons qu'on n'a pas la meilleure vision de l'œuvre. Et en plus, elle a l'air de se diriger vers le mur. Donc c'est une petite erreur de prévision au départ. Ce bronze pèse 250 kilos. Mais heureusement, il dissimule une astuce. Tu tiens le para? Tu tiens le para? La sculpture se scinde en deux. Une chance unique de découvrir de face le visage implorant et empli de douleur de Camille Claudel. Instant rare, capturé avant que la sculpture ne soit à nouveau réunie. Demain, le public ne se doutera de rien. À quelques mètres de là, on s'apprête à effectuer un déménagement pas banal. On va déplacer l'atelier de Courbet, l'un des plus grands tableaux du musée. Allez, 1, 2, 3, c'est bon. Allez. 16 hommes sont mobilisés car le tableau mesure 25 mètres carrés. C'est une œuvre maîtresse, l'une des plus célèbres du peintre, qui s'est représentée ici, au centre. Il n'a bougé qu'une fois en un quart de siècle. Et même si les transporteurs sont des spécialistes, cela reste une épreuve pour les nerfs de Guy Cocheval, le président, et Marie-Pierre Gahuzès, la régisseuse. On sait combien ça pèse, Marie-Pierre? 500 kilos, ce qui n'est pas un poids considérable. On peut manipuler des sculptures qui font jusqu'à 4 tonnes. Ce qui est considérable, c'est le poids avec ce format-là. Donc c'est quand même beaucoup plus sujet aux chutes, aux dévers, aux mouvements de portance, aux problèmes de chute. L'œuvre doit rejoindre une nouvelle salle au mur violet, une petite révolution à Orsay. Entièrement dédiée à Courbet, elle se trouve à 50 mètres. Et ces 50 mètres, c'est toute une histoire. Décadré, le tableau est transporté sur de simples coussins. Pourquoi faut pas le lever en fin de compte, le tableau? Ça, c'est bon, les gars. Faut juste le faire glisser. C'est donc parti pour une grande glissade. Il faudrait qu'il y en ait qui se mettent devant, qui regardent. Baisse encore, Fabrice, derrière. Nous, on le tire là. Top, 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 top. Ça y est, il est arrivé à bon port. Mais la manipulation est loin d'être terminée. Quand j'entends des bruits de craquement, je ne suis pas très rassurée. Comme vous pouvez voir, la toile est très tendue sur le châssis. En même temps, regarde comment il se vrille, le châssis. Et Marie-Pierre n'est pas au bout de ses frayeurs. Moi, c'est bon. Recadré, le tableau doit être réaccroché. Et le risque est alors maximum. Ouh là là. Ouh là là, il est trop là. Il va trop vite là. Oh, trop vite, c'est trop vite là, c'est trop vite. Il y a un côté qui est élevé trop vite par rapport à l'autre. Donc le châssis fait beaucoup de bruit. Et là, c'est bon. Une dernière rotation. Tout va bien. C'est passé. Ça y est, il est accroché. Bon, c'est fait. Alors, comment on se sent? Mieux. Non, c'est super. Et il y a un dicton d'installateur qui dit que si ça ne tombe pas dans les 5 minutes, ça tient. J'espère qu'il est vrai. Une grosse frayeur, mais le résultat en valait la peine. C'est très émouvant. Regardez déjà les couleurs
Regardez les couleurs qui s'animent dans le tableau alors que les éclairages ne sont pas faits. On a des simples éclairages de travail, mais déjà regardez le tableau montre des couleurs à une profondeur et des volumes qu'il n'avait pas dans la salle où il était. Courbet méritait bien cela. Et avec le nouvel éclairage, la salle prend vie. Au centre, une sculpture, la Comédie, lui donne tout son sens, car c'est le même modèle qui a servi aux sculpteurs et aux peintres. Cette salle, c'est un peu un avant-goût du Nouvel Orsay. Des espaces repensés, des couleurs inédites et un immense chamboulement d'œuvres. Un peu plus loin, c'est une œuvre bien plus petite, mais hautement symbolique, qui va être déplacée. C'est l'autoportrait de Van Gogh. Donc là, on décroche. Alors là aussi, une opération très rare. C'est la Joconde du musée d'Orsay, donc l'autoportrait de Van Gogh. Réalisé un an avant sa mort, c'est le plus célèbre de ses autoportraits. Initiateur de la technique de l'empattement, Van Gogh laisse ici une œuvre où la matière est reine. Allez-y. En réserve, voilà. Le risque de la matière, c'est l'empoussiérage, car le tableau évolue à l'air libre. Mais plus pour longtemps. Pour le préserver, il va continuer sa vie dans un caisson climatique. C'est un petit écrin dans lequel il va évoluer avec son petit microclimat. Ce dispositif permet d'une part de le protéger contre la poussière, mais en même temps, vous savez, des visiteurs qui ne se rendent pas compte, qui n'arrivent pas à juger et jauger la distance de leurs doigts par rapport à l'œuvre et qui la touchent. Dans cet écrin, bien évidemment, la transparence est extrêmement nécessaire. Et dès que vous avez un fond noir, vous savez ce que ça fait, une petite peluche blanche. C'est horrible. Donc il faut faire extrêmement attention sur la qualité du verre. Alors là, je vais prendre... Vous voyez, j'ai laissé discuter. Vous aviez Van Gogh avec Camille Monet. Van Gogh est désormais protégé des assauts du temps. Dernier moment d'intimité entre le peintre et le restaurateur. C'est le grand privilège que nous avons, surtout dans cette institution où la couleur est quand même reine. Et c'est vrai que là c'est des moments d'émotion intense. Mais il n'y a pas que Van Gogh, il y a tous les autres. Et vous avez vu, il y a un Seurat, Bon, on baigne dans le bonheur. Qu'est-ce qu'il vous a dit aujourd'hui, Van Gogh? Il m'a dit, t'as fait du bon travail, c'est bien, tu peux continuer. Voilà. Dès le lendemain, la Joconde d'Orsay est à nouveau en place, aux côtés de la plus belle collection impressionniste du monde. Des Manet, des Gauguin, des Renoir, des Caillebotte, des Degas. La plupart de ces chefs-d'œuvre trouvera bientôt place dans une galerie totalement repensée, où une couleur domine désormais, le gris ardoise. Aujourd'hui, test grandeur nature. Bonjour Jean-Michel, comment ça va? Pour Guy Cocheval et l'architecte Jean-Michel Villemotte. Il n'y a pas les éclairages encore. Au cœur du chantier, on a installé une œuvre de Cézanne, le portrait de Gustave Geffroy. C'est très beau parce que toutes les tranches ressortent dans la bibliothèque. Là, c'est plus digne. Je trouve que le fond c'est foncé un tout petit peu. C'est bien. Hein. On savait qu'on ne voulait pas d'un beige crayeux pâle parce qu'on en sortait. Pendant 25 ans, on a vu ça dans ces salles et ça créait un halo trop violent autour de chaque tableau. Surtout lorsque la lumière tombait à flot et se répercutait sur le sol de pierre que l'on voit encore. Parce que ça sera un sol de parquet. Par la suite, ça faisait une réverbération de la lumière qui ne rendait pas les rapports de valeur entre les tableaux visibles. Sur ce fond sombre, les couleurs éclatent désormais. Alors lui, c'est un tableau complètement sacrifié dans les salles anciennes. Oui, on va le révéler par cette lumière. On va le révéler. En attendant le retour des impressionnistes, c'est une œuvre d'art d'un autre genre qui arrive aujourd'hui dans la galerie.
Voilà. Oh, voilà, c'est exactement. C'est beau maintenant, c'est Il est, superbe. Hein. il est encore plus beau que sur les photos. Il s'agit d'un banc en verre optique destiné au public. L'œuvre du designer Tokushin Yoshoka. Un banc qui pèse plus de 400 kilos. Alors les spectateurs sont venus nombreux pour assister à son installation. Guy Cocheval est aux premières loges, car c'est lui qui a convaincu l'artiste de prêter 10 de ses bancs au musée pendant 5 ans. C'est juste Fabrice. Attends. En fait, normalement, vous avez 35 de chaque bord. Chaque banc coûte 210 000 €. Allez, descendez gentiment. Alors autant dire que la pression ce matin est palpable. Top. Ne bouge plus. On devrait être pas mal. Vas-y, descends. Là, on est posé. Là, t'es posé. Après 3 ans d'attente, pour tous, la découverte est magique. Ça fait un effet miroir parfait quand on se baisse. Ah oui, c'est super net à l'intérieur. Mieux vaut profiter de ces moments de détente, car le temps presse. Réaccrocher les impressionnistes, c'est 10 jours de travail acharné. Et on termine par l'icône du musée, le déjeuner sur l'herbe, qui va prendre place sur le fameux gril ardoise, sous un éclairage qui a demandé des mois d'élaboration. On a l'association de la lumière naturelle de cette magnifique verrière, puisque nous sommes dans les combles de l'ancienne gare d'Orsay, associée à une lumière artificielle de dernière génération qui reproduit quasiment la lumière du jour, mais qui l'oriente vers le tableau et qui en révèle encore plus les valeurs et les couleurs. Comme ça, c'est parfait. Ah là, c'est même impressionnant par rapport à l'espace qui doit lui être imparti. C'est magnifique. C'est parfait. 7 étages plus bas, voici Philippe Thiebaud. Pour lui aussi, le Nouvel Orsay est un événement de taille, car une grande partie de l'exceptionnelle collection des arts décoratifs placée sous sa protection va bientôt quitter les réserves. Il nous en présente les plus belles pièces en avant-première. Nous avons une petite horloge qui est donc munichoise. Alors, elle est très intéressante parce que, vous voyez, elle est un peu construite comme un petit monument. Elle est très raffinée puisque là, vous avez des motifs de marqueterie. Vous avez donc ces espèces de motifs qui reprennent un peu la forme du cadran. Vous avez ici un très beau motif sur le côté, donc ce motif linéaire abstrait. Et puis alors, ce qui est formidable, c'est que le cadran a été dessiné aussi par le concepteur de l'objet. Il a dessiné les supports des aiguilles comme un ressort qui se déroule. Et vous voyez qu'il y a une très très belle harmonie dans la reprise des différents rythmes circulaires. Moi, je trouve que c'est un objet très très architectural. Un peu plus loin, voici l'un des clous de la collection. Voilà, je vous montre cette petite chose, qui est une acquisition toute récente, il y a 15 jours. C'est une tapisserie norvégienne de style illustratif. Un style qui a fortement influencé le célèbre Walt Disney. Vous voyez la manière de styliser les arbres, les lacs, les montagnes, même le profil du château. Les robes avec ces espèces de manches ballons serrées. C'est Blanche-Neige, c'est la Belle au bois dormant. Et puis comme dans Bambi, il y a toutes ces petites fleurettes comme ça qui sont jetées sur une surface verte. Et on imagine presque un arrêt sur image. Et ça pourrait continuer avec la ronde des 3 princesses dans la nature. Pour recevoir cette collection, l'architecte Dominique Brard a créé un nouvel écrin, le pavillon amont, délimité par un mur rouge, flamboyant. Dans l'ancienne salle des machines de la gare, 2000 m² sur 5 étages ont été aménagés pour mettre en valeur cette collection, jusque-là insoupçonnée. 250 œuvres y sont exposées. La grande majorité n'avait jamais été vue jusqu'alors. La pendule munichoise et la tapisserie norvégienne
y ont trouvé une place de choix. Mais ce que veut réussir le Nouvel Orsay par-dessus tout, c'est un savant mélange, celui de l'inventivité du 19e siècle et de la création contemporaine. Et pour le découvrir, il faut pénétrer au cœur d'une des horloges. Voici le chantier du nouveau café du musée. Ces étranges suspensions à écailles sont l'œuvre de Umberto et Fernando Campana, deux frères à qui Guy Cocheval a confié le chantier. Vous avez apporté quelques carreaux. Oui. Ils arrivent tout droit du Brésil. Ce sont eux qui vont relooker les lieux. J'aime bien le reflet des lampes. C'est très intéressant parce que vous pouvez faire une transformation très importante avec ces miroirs. Vous perdez les lignes et tout devient ondulé, comme des vagues. En Amérique latine, les deux frères sont des stars. Adulés en Italie, ils ont exposé au MoMA à New York, à Londres, à Tel Aviv ou encore au Japon. Leur signature, les couleurs, le kitsch et le recyclage, inspiré des favelas de leur pays. Pour son café, Orsay s'offre donc la crème du design. Vous leur avez donné carte blanche alors ou Ah, complète. Oui. Complète. C'était aterrorisant au départ parce qu'on disait autant de liberté dans un endroit si important, ça fait peur. J'admire beaucoup leur invention, comme ils avaient pensé à cette grande horloge vue de dos, comme à l'Oculus du capitaine Nemo regardant la mer et voyant les poissons s'agiter dans la mer. Ça, je trouve que c'est une idée géniale. Leur inspiration, le film 20 000 lieues sous les mers, tiré du livre de Jules Verne. L'idée, c'est de transformer le café en sous-marin. Et après plusieurs mois de chantier, voilà le résultat. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. 600 employés du musée sont invités à découvrir cet étrange sous-marin. Là, ça y est, on y est. Hein. C'est le grand moment. Donc derrière le buffet, on va mettre 4 personnes. Laurent, Hildegarde, Cécile, Francesco. Les autres, on tournera en salle. Dans la nef, c'est l'heure de la photo de famille. Après 2 ans de travaux, tout le monde est réuni ce soir. Alors tout le monde regarde, tout le monde fait un beau sourire. On y va. Je vous sens un peu stressé là, un peu tendu. Décontractez-vous. Tout le monde est content, c'est bientôt fini. Voilà, je crois que c'était la bonne. A priori, j'ai vu tout le monde sourire. Merci beaucoup. Quelques étages plus haut, au seuil du café de l'horloge, les premiers invités osent à peine entrer. Mais passé les premiers moments d'intimidation, le charme opère parfaitement. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est vraiment merveilleux et les gens se sentent bien. Voilà. La lumière est belle, le mobilier est merveilleux. C'est vraiment le résultat de beaux projets. Il est sublime. J'adore le travail des frères Campana et il est profondément joyeux. Et vous voyez comme le bleu devient bleu foncé qui s'oppose au doré des lustres, c'est magnifique. Fin de soirée, la foule est partie. Le musée résonne de quelques pas isolés. Ce sont ceux de Caroline Serre. Elle est gardienne de nuit, passionnée par Orsay. À quelques jours de l'inauguration, elle est l'une des rares privilégiées à pouvoir profiter en toute intimité de la nouvelle galerie des impressionnistes. Et son coup de cœur, ce sont les raboteurs de parquet de Caillebotte.
Je trouve que l'effet particulièrement réussi, c'est qu'il est placé dans le prolongement des lattes du parquet. Et je sais pas, je trouve qu'avec du recul, en fait, on a l'impression qu'ils vont sortir du tableau et continuer à raboter le parquet jusqu'à nos pieds. Ils sont vivants, enfin, c'est vraiment assez incroyable, je trouve, d'avoir réussi à rendre cet effet. Ici, même les grandes icônes lui racontent une nouvelle histoire. Quand on arrive depuis le pavillon amont, on a une vue sur la toile avec le banc en premier plan, qui a un aspect assez ondin, qui scintille comme un cours d'eau en fait. Et on a vraiment le sentiment qu'il fait partie intégrante de la scène en fait, qui représente l'eau et que les personnages sont assis à côté d'un petit ruisseau. Je trouve que c'est vraiment réussi aussi. Après 2 années de tourbillon, Orsay se tourne sereinement vers l'avenir. Pour son 25e anniversaire, il nous offre désormais un nouveau regard sur l'une des plus émouvantes collections d'œuvres d'art françaises.